Salut à tous et bienvenue dans le podcast La Source. Moi c'est Franck et je suis un passionné de lecture. Je suis toujours à la recherche du bon bouquin, je suis toujours à la recherche du bon article, du dernier livre qui va pouvoir m'aider dans mon quotidien, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel. Et parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, on a besoin de limiter le nombre de lectures qu'on fait. On a besoin de se reposer sur un nombre de ressources qui sont fixes et qu'on va revisiter dans le temps. Le but, c'est de remonter à la source, de trouver les 20 livres de référence pour être meilleur professionnellement, être meilleur personnellement, mentalement, physiquement. Alors bienvenue dans cette aventure, bienvenue dans la source. Salut à tous. Très content de faire ce premier épisode de La Source et de parler d'un premier livre. Un livre que vous connaîtrez certainement. Si vous le voyez, c'est le livre de Napoleon Hill qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Donc ça, c'est le livre aux éditions J'ai lu Bien-être. Donc ça en dit long. Réfléchissez et devenez riche, le best-seller qui a mené des millions de personnes vers le succès. Alors, j'avais envie de commencer par ce premier livre. Ce premier livre pour avoir un premier livre un peu feel good, un peu de pensée positive, puisque en fait c'est de cela qu'on traite dans ce livre, la pensée positive pour mener vers le succès. C'est une partie du développement personnel qui peut être assez controversée. Voilà, les Tony Robbins vous laissent jamais indifférent, mais ont cette caractéristique qu'ils pensent, ou en tout cas ils partagent cette pensée, que la pensée vous amène vers des actions qui sont positives, et si ces pensées sont positives, elles vous mènent à des résultats qui sont eux aussi positifs et qui décuplent votre capacité. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Très honnêtement, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat, j'ai plutôt envie d'ouvrir ce livre. Parce qu'il peut nous amener à des points assez intéressants et potentiellement même des actions que l'on peut mener dans sa vie. Alors c'est un petit livre qui fait près de 200 pages, donc il se lit assez vite, il est assez ludique, assez facile d'accès. Il ne coûte que 7 €, c'est toujours bon à prendre, et il est réparti en une quinzaine de chapitres qui traitent à la fois de la pensée, du désir, de la foi, de l'autosuggestion, de la spécialisation, de l'imagination, mais aussi ensuite d'un certain nombre de points qui sont sur les actions, les plans, la décision, la persévérance, le collectif, le subconscient, le cerveau humain, le sixième sens, bref, un tas de choses. Donc Napoléon Hill, il a été en lien avec les vies de Henry Ford, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell. Voilà, il a vendu quand même 60 millions d'exemplaires dans le monde de ce bouquin, et je pense que ce bouquin a influencé beaucoup d'autres articles d'écrits et de livres qui sont présents et qui sont encore mis en vente et qui sont produits à ce jour. Pour information, donc là, l'édition initiale est quand même de 1966. Et ce qui est incroyable avec cet ouvrage, c'est qu'il est encore applicable aujourd'hui, utilisé aujourd'hui. Et je voulais commencer par celui-ci parce que c'est typiquement le genre de livre qui est recyclé par soit des influenceurs, des écrivains ou des entrepreneurs, mais qui a vraiment laissé une marque et que je voulais partager avec vous. Donc on va lire quelques chapitres. Nous allons commencer par le premier chapitre qui est une pensée et un fait. Deux choses qui sont assez intéressantes dans ce sujet-là. La première, c'est l'exemple d'Edison. La première rencontre avec Edison qui lui raconte Edison lui raconte qu'il se tenait debout devant moi
pareil à un vagabond. Donc, il parle d'une personne que Edison a rencontrée. Il se tenait debout devant moi, pareil à un vagabond, mais quelque chose dans l'expression de son visage laissait pressentir qu'il ne s'en irait pas sans avoir eu ce qu'il voulait. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire une chose à un point tel qu'il est capable, pour l'obtenir, de jouer tout son avenir sur un simple coup de dé, est sûr de gagner. Je lui procurai l'occasion qu'il demandait, parce que je vis qu'il était fermement décidé à l'obtenir. Les événements qui suivirent me donnèrent raison. Fermez les guillemets. Donc, l'apparence extérieure du jeune homme n'avait eu aucun poids dans son succès. C'était un vagabond. Au contraire, elle l'eût plutôt desservi. Et donc la seule chose qui compta fut la détermination qui se lisait en lui. Donc là, c'est un premier point intéressant, c'est que déjà, si on isole ce paragraphe, c'est que l'apparence physique et l'apparence extérieure est bien inférieure à la détermination, la confiance que l'on dégage et la détermination dont on fait preuve face à un interlocuteur, face à une situation. La détermination est vraiment un enjeu important, et je dirais, moi, ça me fait penser à des négociations, à la création de partenariats, ça peut concerner les levées de fonds, ou la détermination. C'est une manière d'embarquer l'autre en face de soi, de voir que quoi qu'il arrive, on peut surmonter finalement les difficultés. Un peu plus loin, il parle ensuite du succès qui suit l'échec. Le succès vient rarement sans que l'on ait d'abord essuyé plusieurs échecs. Lorsque l'échec paraît total, quoi de plus logique et de plus facile que de renoncer? Lorsque l'échec paraît total, quoi de plus logique et de plus facile que de renoncer? Bah oui, effectivement. L'échec total, il a des degrés, des niveaux qui peuvent être différents les uns avec les autres. Perdre un combat peut être un échec total, malgré le fait que l'on soit dans une configuration où nous avons une dizaine de combats si on imagine un championnat de sport de combat ou d'arts martiaux, ou même un championnat d'échecs par exemple. Perdre une partie d'échecs, pour certains, avoir une mauvaise note pour d'autres, avoir une mauvaise évaluation à son emploi, encore pour les suivants, et bien peut être vécu comme un échec total. Et donc là, oui, effectivement, c'est facile de renoncer, d'estimer que cet échec est un échec total et qu'on ne peut pas le surmonter. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens, nous dit Napoléon Hill. Ce que font la plupart des gens, donc, c'est de renoncer lorsque l'échec paraît total. Et il nous dit ensuite, j'ai interrogé plus de 500 Américains parmi ceux qui ont le mieux réussi. Là, il fait référence à ces différentes interviews. Tous m'ont confié qu'ils avaient connu leur plus grand succès immédiatement après un échec qui semblait pourtant sans espoir. Souvent, l'échec, comme s'il voulait jouer un bon tour, ne fait que masquer la réussite, qui est en fait beaucoup plus proche que l'on ne pense. Leur plus grand succès est arrivé immédiatement après un échec qui semblait pourtant sans espoir. Donc là, on rejoint le point, quelque part, de la détermination. Comment est-ce que surmonter l'échec encore et encore nous amène petit à petit vers un succès? Ce point me fait penser à la métaphore, ou en tout cas le dicton qui est utilisé par les San Antonio Spurs de Greg Popovich, équipe dans laquelle a joué Tony Parker, Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili. Il y en a eu un paquet qui aujourd'hui accueille Victor Wembanyama, et on est très content de voir un Français à nouveau dans cette franchise qui, on espère, va revenir dans les hauts du classement. Mais ça, c'est plus pour point de vue personnel, ça n'a rien à voir avec le livre. Mais ce qui est intéressant sur la partie le lien avec les San Antonio Spurs, c'est ce dicton
Donc en anglais, c'est Pounding the Rock, qui veut donc c'est la théorie du maçon ou du tailleur de pierre. Pounding the Rock, c'est frapper la pierre. Je traduis de manière un peu moyenne. Et en fait, c'est leur dicton parce que il faut pas arrêter de pound the rock, de frapper la pierre encore et encore, parce que au bout d'un moment, et ça c'est la théorie du tailleur de pierre, c'est que au bout d'un moment, au bout de peut-être la 1000e, la 1500e fois qu'on va frapper cette pierre, eh bien la pierre va s'ouvrir et se couper. Et le pendant de cette la leçon en fait de ce dicton, c'est que ce n'est pas ce 1000e coup seul et unique qui coupe la pierre en deux. C'est en fait la succession des 1500 coups précédents qui permettent d'arriver à ce 1000e coup qui va ouvrir la pierre en deux. Et en fait, derrière ça, pour moi, ça me fait penser à ce dont parle Napoléon Hill sur la détermination, sur l'échec, puisque ne pas réussir à ouvrir la pierre est un échec répété qui demande de la détermination et qui, finalement, si on fait preuve, comme ce que ne font pas la plupart des gens, de résilience, eh bien, permet d'ouvrir la pierre. Donc ici, avec voilà, deux petits paragraphes, on peut en tirer deux choses. Premièrement, et j'ajouterai un coup sur la patience aussi. J'ajouterai que finalement, en fait, c'est ça que la pensée positive, enfin, c'est de pseudo-pensée positive, un peu la calinothérapie, si on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas du tout ce mot. Le côté, on prend soin de soi, on est content, on va y arriver, on est positif, on avance. En fait, au-delà de dire que tout va bien se passer dans le monde parce que c'est comme ça et que si on le pense, ça va se passer, c'est peut-être un peu réducteur parce que sans action, effectivement, il se passera pas grand-chose, voire il ne se passera pas du tout. Maintenant, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que dans les expériences que l'on vit au quotidien, eh bien, dans les expériences du quotidien, on peut toujours passer l'étape suivante. C'est un peu comme un dos d'âne. Par moment, le dos d'âne, au début, voilà, c'est raide, c'est difficile, mais dès qu'on est passé au-dessus du dos d'âne, eh bien, la descente devient plus facile. C'est un peu aussi la métaphore du succès, c'est la détermination, de toujours avancer malgré les échecs. Une blessure, par exemple, en sport, peut être un facteur d'échec. Bon, il y a deux options enfin, en tout cas, moi, je réduirais à deux options la manière de voir une blessure. Eh bien, la blessure peut arrêter une carrière de sportif ou peut la transcender. Dans un cas, la blessure va mettre un terme et va être vécue comme un échec total. Et donc, le manque de détermination de la personne va engendrer un arrêt de l'activité sportive, puis tout ce que ça peut entraîner ensuite. Et donc, on ne reverra plus cette personne sur les terrains. Exemple, on peut prendre... alors, je n'ai pas toute l'histoire, mais ça me fait penser à Greg Oden. Je crois qu'il était premier pick de la draft. Prospect incroyable, le nouveau LeBron James à l'époque. Blessure, terminé. Il n'y a plus personne. À l'inverse, Kobe Bryant, Jamal Murray, des blessures lourdes. L'un, le tendon d'Achille, l'autre, il me semble que c'était les croisés, donc plusieurs mois, voire un an. Ou on peut même prendre Klay Thompson, qui a quasiment passé 2 ans sur les bancs. Eh bien, ils sont revenus. Ils ont gagné des titres. Ils sont revenus à leur meilleur niveau. Parce que cet échec a été vécu comme une épreuve et la détermination a permis de faire en sorte que eh bien, l'échec qui annonçait la fin s'est transformé en un succès, même si tout semblait perdu. Et je pense que ça, c'est une leçon importante, c'est que parfois, on est dans le brouillard, on est dans le noir, et il faut garder à l'esprit que, avec détermination, on va passer l'épreuve. Avec détermination, eh bien, on peut atteindre un succès, un petit succès, juste après la difficulté. Et ça, je trouve que c'est assez beau dans ce que nous dit Napoléon Hill. Et en fait, tout est attrait à la détermination, à un soupçon de patience. Et
Et voilà. Ça, c'est assez intéressant sur les premiers chapitres. Enfin, ça, c'est un truc que je voulais garder en tête et qui, d'ailleurs, me fait plaisir à relire, d'ailleurs. On peut peut-être avancer un peu, parce que je voulais avancer sur... Voilà, là, il y a une page intéressante, page 23, c'est désirer quelque chose de façon précise. Et là, il parle d'Henry Ford. Il parle d'Henry Ford, et c'est un sous-chapitre qui dit, je vais vous le lire, « Je le veux et je l'aurai ». Donc un jour, Henry Ford imagina, donc là c'est Napoléon Hill qui écrit, Henry Ford imagina un moteur dans lequel les 8 cylindres ne feraient qu'un seul bloc. Donc il invente le V8. Il demande à ses ingénieurs de le lui dessiner, ceux-ci, après une étude, conclurent qu'il était impossible de couler un moteur de 8 cylindres en une seule pièce. Et Henry Ford répond, faites-le quand même. Mais c'est impossible, lui disent donc les ingénieurs. Et Henry Ford dit, recommencez et mettez-y tout le temps qu'il faudra. Ils se remirent au travail, c'était la seule chose à faire s'ils désiraient conserver leur emploi. Qu'on est en Amérique, il y a quand même quelques dizaines d'années, la stabilité de l'emploi n'était peut-être pas celle qu'on connaît maintenant, et surtout pas celle qu'on connaît en France. Donc 6 mois passèrent, et puis 6 autres, donc ça fait 1 an, et lors de la conférence de fin d'année, Ford les interroge à nouveau, et ils ne purent que lui confirmer l'échec de leur mission. Continuez, leur dit Ford. Je le veux, je l'aurai. Et là, c'est intéressant. Parce que c'est un projet qui dure quand même plus de 12 mois, plus d'1 an. Avec un entrepreneur, Henry Ford, qui peut perdre patience, qui peut perdre confiance. Mais non. Il continue de pousser ses équipes vers un but qui paraît impossible pour ses équipes, donc c'est-à-dire qu'il ignore le feedback de ses équipes, et il les emmène vers sa vision. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue entrepreneurial. Donc ils reprirent, les ingénieurs, les études, et un beau jour, comme par magie, vous vous souvenez, Pounding the Rock, ils découvrent le secret de la construction. Une fois de plus, l'obstination de Ford avait vaincu l'obstacle. Et on revient à cette image du début du livre, enfin en tout cas du début de ce chapitre, qui est la détermination et le succès qui arrive après un échec. Alors Henry Ford a réussi parce qu'il connaissait et appliquait les principes de la réussite. Voilà, c'est là qu'on rentre un peu dans le côté psychologique qui peut être un peu plus dur à admettre pour certains. L'un d'eux consiste à désirer quelque chose de façon précise, c'est-à-dire en sachant exactement ce que l'on veut. Donc je vais répéter, mais Henry Ford a réussi parce qu'il connaissait et appliquait les principes de la réussite. L'un d'eux, donc de ces principes, consiste à désirer quelque chose de façon précise, c'est-à-dire en sachant exactement ce que l'on veut. Reprenez l'histoire de Ford depuis le début. Pouvez-vous souligner les passages qui témoignent que Ford appliquait la loi de la réussite? Oui. Alors vous pouvez faire comme lui et réussir tout ce que vous serez appelé à entreprendre. Et là, si on a envie d'y croire, franchement, je trouve ça magnifique. Il suffit donc d'appliquer le principe de la réussite, et dont l'un est de désirer quelque chose de façon précise, de savoir exactement ce que l'on veut. C'est un peu le côté, et ça je trouve que c'est peut-être le propre des entrepreneurs visionnaires, c'est finalement ce désir de quelque chose, cette vision précise, parfois claire, parfois limpide, parfois peut-être même si elle est imparfaite, mais cette vision, elle permet d'emmener des groupes, coûte que coûte, vers une issue qui peut être la réussite. C'est là où, en tout cas, moi, ça me fait parler, ça me fait parler de l'importance de la vision, puisque l'importance de la vision, elle permet de supporter les échecs successifs, parfois totaux ou supposés totaux. Cette vision, en fait, elle est à la base de la résilience et la détermination aussi, en tout cas la résilience qui peut être mise au quotidien. Et ça, je trouve ça nous rappelle certaines choses, et ça nous rappelle que la vision, ça peut s'appliquer à plein de choses, hein. Ça peut s'appliquer évidemment à une entreprise, ça peut s'appliquer
Ça peut s'appliquer à sa vie personnelle aussi. J'ai une vision de la manière d'être dans ma famille, j'ai une vision dans mon sport, j'ai une vision, voilà, je peux avoir des visions pour un certain nombre de rôles et d'aspects de ma vie. Et il termine en fait ce chapitre 1 avec une phrase que j'aime beaucoup. Le but est la pierre angulaire de toute réalisation. Un homme fort peut être tenu en échec par une enfant qui poursuit un but. Essayez de perdre l'habitude de penser en fonction de vous seul et vous pourrez réaliser ce que vous avez toujours cru impossible. Voilà. Moi, je trouve ça assez inspirant comme première phase. On va faire peut-être qu'un seul chapitre ici, et si on a plusieurs choses à retenir, en tout cas, je resterai là-dessus. Puis il finit par cette phrase aussi qui est qui est marrante, qui est très développement personnel. C'est tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. Et donc il prend des exemples évidemment de gens qui ont eu du succès, mais je pense que si on doit retenir certaines choses pour les remettre dans un ordre qui aura un autre sens, c'est que le but, la vision, eh bien finalement c'est ce qui permet de lancer l'action, le mouvement, et surtout de fixer un cap lorsqu'on désire lorsqu'on désire quelque chose, qu'on visualise vraiment ce qu'on veut, que ce soit pour un collectif, que ce soit d'un point de vue personnel, le fait de visualiser finalement essentiel pour déjà dégager de la détermination, dégager cette confiance qui va faire en sorte que, comme on disait première partie du paragraphe, qui va faire en sorte qu'en fait, je vais retrouver la page, on voit une personne qui est fermement décidée à obtenir ce but et cette vision. Et ensuite, on a la résilience parce que cette vision, elle nous anime, elle nous entraîne, mais par moments, on peut en douter. Il faut pas, on peut pas juste céder au doute, céder à cet échec, en faire un échec total et abandonner comme la majorité des personnes, mais rester déterminé pour pound the rock et vivre le succès après une série d'échecs, après des gros échecs. Et en fait, la leçon, en tout cas, ce que je retire de cette partie du livre de Napoleon Hill, ce premier chapitre, hein, je rappelle qu'il y a quand même 15 comme ça, c'est que la pierre angulaire de la réalisation, c'est le but, la vision. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous amène aussi à des actions qu'on peut mener nous-mêmes. Combien de temps est-ce que vous passez, vous, à visualiser votre futur? Et votre futur en tant qu'employé, votre futur en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, quelle est la vision que vous vous faites de votre vie de famille, votre vie sportive? Combien de temps, à quel moment, à quelle fréquence est-ce que vous revisitez cette vision? Est-ce que vous vous questionnez sur cette vision? Est-ce que vous vous visualisez ce que vous souhaitez? Évidemment, là, le vrai plan d'action, il est là, c'est de pouvoir prendre du temps. Et à titre personnel, j'essaie de le faire au moins une fois par trimestre et au moins, à minima, une fois par an, d'aligner, en tout cas de poser des mots sur une vision des différents rôles que j'ai. Et cette vision, elle me permet de dessiner une sorte de tableau de ce que je pense vouloir devenir, ou en tout cas ce à quoi j'aspire pour les différents rôles qui sont dans ma vie. On parlera des rôles sur un autre bouquin, c'est le bouquin de Stephen Covey, qui sont les 7 Habits of Highly Effective People. Donc jusqu'à la prochaine fois, prenez un peu de temps pour penser à vos visions, à la vision que vous faites de votre avenir, de vous-même, de vous dans quelques années. Imaginez les détails qui composent cette vision. Soyez déterminés pour l'atteindre. Bon courage et à très vite. Allez, salut!